Le cercle RH, comme chaque semaine, le cercle des experts pour balayer l'actualité, avec une actualité qui s'est invitée très récemment, cette 5e vague épidémique, avec toutes les questions qui en découlent. On est en train de réouvrir la boîte à outils qu'on avait ouverte il y a presque 6 mois, pour savoir quel outil on allait utiliser. Alors certains pays européens, nos voisins, reconfinent les non-vaccinés, l'Allemagne va prendre des mesures, les Pays-Bas, la Belgique. Et la France reste prudente. On va y revenir dans quelques instants. On parlera du contrôle des chômeurs et puis du paiement des PGE. Parce qu'on avait eu ce débat ensemble déjà avec mes invités. Est-ce que le PGE sera réglé, pas payé? Est-ce qu'on en fera une dette payée par l'État? Non, il faudra payer ces PGE. Je vous présente mes invités. À ma gauche, Olivia Copin. Bonjour Olivia. Bonjour Arnaud. Fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marine Balançard est avec nous. Bonsoir Marine. Bonjour Arnaud. Pas bonsoir d'ailleurs, bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Vous signez et vous publiez beaucoup dans les colonnes de l'Obs, de l'Express, et vous vous intéressez précisément à la façon dont on décide. Et votre livre, peut-être si on a votre livre, voilà, Décider, ça se travaille, le livre de Marine Balançard, écrit à 6 mains. Et puis Stéphane Barchand est avec nous. Bonjour Stéphane, bonjour rédacteur en chef de Pour l'Écho, avec en une de votre trimestriel, mensuel, et bim, voilà, on va voir la une, voilà, on a celle de novembre, la main bien visible de l'État, ça c'est un sujet dont on risque de parler, les PGE tout à l'heure, et le contrôle des chômeurs. Rentrons dans notre 5e vague épidémique, augmentation du nombre de cas. Et j'ai le sentiment, avec un peu d'angoisse, en vous posant la question, que nous sommes repartis dans un nouveau round. Chaque automne, nous repartons dans une vague épidémique avec des conséquences qui vous inquiètent ou pas. Est-ce qu'il faut, je vous la pose abruptement, décider de confiner ceux qui ont décidé de ne pas se vacciner? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très compliqué de répondre comme ça, oui ou non. En tout cas, certains pays l'ont fait. L'Autriche a décidé de prendre cette mesure. Est-ce qu'elle serait acceptable en France? On est quand même dans une année particulière. On est dans une année d'élection présidentielle, les tensions sociales. Enfin, on voit bien que tout, voilà, et ça peut prendre très rapidement. Donc, je pense que le gouvernement va bien se garder de prendre des mesures aussi radicales. Vous avez glissé déjà sur le débat politique, hein? Mais parce que c'est politique. En fait, depuis le début, c'est un débat à la fois sanitaire, économique et forcément politique, puisque ça apporte atteinte à nos libertés fondamentales. Donc, c'est à 100% politique aussi. Et je pense que c'est un sujet assez délicat. Après la 5e vague, il faut, ça va surtout se décider dans les hôpitaux. À partir du moment où les hôpitaux, que les taux de contamination explosent, c'est une chose. Pas engorger les hôpitaux voilà, encore. Mais à partir du moment où les hôpitaux ne sont pas encore complètement dépassés, a priori, la question ne se pose pas encore à l'école. Année compliquée, année présidentielle, prendre des décisions comme cela, évidemment, ça a des enjeux politiques. Vous en pensez quoi, Marine Balançard? Les entreprises commencent déjà, là, les entreprises événementielles commencent déjà à arrêter les événements. Enfin, on a des prémices des entreprises, les RH commencent à réfléchir à la manière dont ils vont réorganiser les plannings. Alors, la 5e vague a commencé officiellement hier. C'est ça. On l'a annoncé hier. Et mauvais signe, c'est quand on revoit Jean-François Delfrécy. Et les cartes plastiques. Il réapparaît à l'écran. Donc lui, Gabriel Attal, Olivier Véran, Emmanuel Macron, Jean Castex. Ça, c'est mauvais signe. Voilà. Il commence à parler de... Avec des phrases ambiguës, puisque Bruno Le Maire, aujourd'hui, Stéphane Marchand dit il n'est pas envisageable, d'ailleurs pour des raisons juridiques, dit-il, de confiner les non-vaccinés. Il n'est pas envisageable parce que la population française ne l'accepterait pas. C'est ce que vient de nous dire Olivia Copin. Puis, 3 jours avant, le ministre en charge des relations et le porte-parole du gouvernement dit tout est sur la table. On n'élimine rien, tout est possible. Donc, on souffle le chaud et le froid, Stéphane. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement donne l'impression aux Français qu'il a évolué, c'est-à-dire qu'il a sophistiqué sa capacité de réagir à une vague. S'il fait à la 5e vague ce qu'il a fait à la première, à ce moment-là, il risque d'y avoir une réaction extrêmement violente. On fait effectivement, comme le disait Olivia, atteinte aux libertés fondamentales. Il ne faudrait pas oublier que la liberté fondamentale numéro 1, c'est quand même de vivre et de laisser vivre et de faire tout ce qu'il est possible pour que tout le monde vive. Mais ça, on l'oublie en général dans les discussions politiques. Et on est en France le pays de la convergence des luttes. Donc si vous tapez sur les non-vaccinés, vous allez voir parmi ces non-vaccinés pas mal de gilets jaunes. Vous allez voir énormément et vous prenez le risque de toucher à une catégorie de la population qui est entraînée. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, où le taux remonte à une vitesse incroyable, on se dit quand même qu'on peut difficilement échapper à des mesures. Est-ce qu'on doit réimposer, puisque depuis le 31 août, le télétravail n'est plus obligatoire, l'État ne l'impose plus, l'entreprise est libre de le mettre en place ou pas? Est-ce qu'on doit
première mesure, remettre le télétravail, réimposer le télétravail. Mais pour l'instant, comme disait Olivia, il n'y a pas de problème à l'hôpital. Il y a des contaminations, certes, mais ça ne se transforme pas en cas grave et ça ne converge pas vers un engorgement de l'hôpital. Donc, parce que la vaccination joue son rôle. On a quand même un fort taux de vaccination en France. Il y a peut-être quand même une déception sur cette vaccination, parce qu'on pensait que ça allait nous sauver. Et on voit qu'en fait, c'est l'histoire sans fin, parce que là, c'est la 5e vague, mais il va y avoir la 6e, la 7e. Si les vaccins n'agissent que 5-6 mois, ça va se reproduire... La 3e dose pour les plus de 65 ans. Et moi-même, j'avais cru qu'en me faisant vacciner, j'avais réglé le problème. En fait, on m'explique assez rapidement que non. Voilà. On peut réattraper le Covid. Donc là, on repart dans une zone d'angoisse quand même. Hein. Mais est-ce qu'on en était parti ? Parce qu'en fait, un petit peu. Ah oui, mais par exemple, par rapport au télétravail, effectivement, aujourd'hui, il n'est plus obligatoire, mais il est rentré quand même dans le quotidien de nombreuses entreprises. Beaucoup d'accords signés. Voilà, je pense qu'il y a quand même une flexibilité, on est quand même plus agile, évidemment. On est mieux armé, en tout cas, là. On est mieux armé. Et ce que je vous rejoins, ce que vous disiez par rapport au gouvernement, en fait, ce que le gouvernement veut montrer aussi, c'est un message politique, comme quoi il est prêt. C'est-à-dire, on a subi la première, la deuxième. Oui. Là, bon, l'idée, c'est de dire, voilà, on a ce principe de précaution, tout est sur la table en cas de besoin. Et aussi c'est un message pour les personnes, les seniors qui ne sont pas encore vaccinés, pour leur dire allez vous faire vacciner parce que la 5e vague arrive et il y a quand même un risque pour vous. Et on a le pass sanitaire parce que le ministre de l'économie a dit aujourd'hui que en fait l'outil c'était le pass sanitaire. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors ce qui va être assez difficile, c'est que quand on vit tous les jours, par exemple dans Paris, ce qui est mon cas, on voit bien qu'il y a un relâchement total, général de toutes les mesures qui étaient prises. On se réembrasse. On se réembrasse beaucoup. Serre la main. Le masque est très très rarement en intérieur. Donc le fait de réimposer des règles strictes comme à la première vague dans ce climat-là sera très difficile. Il faudra être capable de le justifier. Il faudra être capable de le... Un dernier mot, Marine Mansart. Parce que les gens sont prudents, vous trouvez ? Beaucoup de formations en présentiel, d'ailleurs qui ne sont pas reportées, qui sont toujours prévues. Et les gens gardent le masque ? Les gens ont le masque, nous avons le masque, c'est quand même assez sérieux. C'est quand même difficile, je me permets des formations dans l'enseignement ou faire de l'enseignement avec un masque. Les élèves ont le masque. Je mettrai un petit bémol, je trouve que justement dans les transports, les gens ont le masque. Je ne vois pas tellement de relâchement. Dans les transports, c'est vrai. À part dans les bars. Les transports, les gens portent le masque. Juste avant de basculer sur notre deuxième thème, dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes des acteurs de l'économie. Est-ce qu'il y a une inquiétude, une angoisse ? Est-ce que vous dites on est en train de jouer avec nos nerfs ? Il faut prendre des mesures rapidement. Comment vous vous situez là ? J'allais dire presque psychologiquement. Mais vous avez raison, parce que de toute façon, il y a un vrai front psychologique dans cette bataille-là. Oui. C'est depuis le début... moi, quand même assez sereine dans le sens où finalement pour nous on a beaucoup de jeunes acteurs, et finalement ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on est dans cette Donc ils sont déjà dedans. On a appris à travailler avec le télétravail, on a appris à travailler en distanciel, on a appris à être agile. Comme vous disiez, on est quand même globalement vaccinés. Globalement et pas tous. Pas tous, mais suffisamment en tout cas pour pas que le pays bascule de nouveau dans un confinement dur. Et même si il y a cette vague-là qu'il faut anticiper, on a quand même l'impression que le pire quand même est derrière nous. Donc plutôt sereine. Espérons que vous dites vrai. Moi, je vois beaucoup les entreprises. En fait, moi, je suis assez sereine à titre personnel, mais les remontées des entreprises, c'est qu'ils viennent de se réorganiser en faisant distanciel, présentiel. Les managers sont à bout de force en train de réorganiser leurs équipes, de remettre en place toute cette communication. Et si on leur dit qu'il faut remettre tout le monde en télétravail... C'est ça l'angoisse. C'est ça l'angoisse, un télétravail dur. Les gens sont fatigués, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Moi, je crois qu'en fait, on va vivre avec le virus. Voilà. On entre dans un monde où on va vivre avec le virus. Exactement Même les pays qui ont tenté le virus zéro ont échoué. Même ceux qui ont utilisé les méthodes les plus... revient voilà, la Chine, par exemple, avait de la performance. On voit bien que ça repart quand même. Donc, on va apprendre à vivre avec le virus. Ça va prendre un certain temps. Je pense qu'au fil des vagues, on va apprendre de plus en plus. On va apprendre de travail complètement hybride, c'est-à-dire visio, présentiel, et que ce soit agréable, parce que pour le moment, ça n'est pas agréable. Le concept d'hybride n'est pas encore très au point. On va sophistiquer, et donc on va apprendre à vivre avec le virus. Pour positiver, je pense qu'il faut... Et donc il faut une parole de vérité autour de cette question, et qu'on nous dise qu'à chaque fois que les températures descendront en dessous de 5 degrés, puisque c'est à peu près de ça dont il est question, le virus sera là, puisque c'est aussi un virus qui vit paradoxalement quand il fait froid, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ.
Je me demande s'il n'y a pas un côté politique aussi. Enfin, je ne peux pas m'empêcher. Vous trouvez qu'on joue un peu comme ça avec le feu? Il y a quand même des perspectives de médicaments, il y a des autorisations qui sont demandées, il y a des vaccins qui vont arriver à virus inactivé. Il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Sanofi a toujours son médicament là en préparation? Non, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Enfin, The Economist a titré que le Covid c'était fini. Voilà, la semaine dernière. Pour eux, c'est réglé parce qu'on a réglé. Ça va être terminé, on est sur la fin. Et donc, en France, on a une échéance politique. Et oui. Voilà. Et oui. Il faut que les gens soient calmes et dociles, mais les entreprises remontent quand même une petite agitation. Vous mettiez les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'on jouerait le levier du Covid pour quoi d'ailleurs? Parce qu'il y avait quand même les Gilets jaunes il y a 3 ans. Et des images incroyables. On est tous sous cloche. Et il y a toujours cette question du pouvoir d'achat qui n'est pas réglée en France. Et on va y revenir d'ailleurs. Vous en pensez quoi, Olivia Copin, pour un dernier mot sur ce sujet? Oui, alors, The Economist annonce que le Covid est terminé. C'est pas ce que dit l'OMS en tout cas. Enfin, donc, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a une conjonction d'expertise. Il y a l'expertise économique, médicale, politique. Et donc, il faut arriver, et je suis d'accord avec vous, à trouver quelque part une ligne de vérité, de clarté. Reconnaissons tous les quatre qu'on est un peu dans le flou quand même. S'il y a une forme d'incertitude, de jeu. On ne sait pas s'il y a un jeu de dupes autour de ce sujet, si on est dans la vérité ou la réalité. Pour revenir aux entreprises, je pense que ce qui est très important, c'est justement garder ces outils-là dans sa boîte à outils. Et notamment sur le télétravail, je vous rejoins. C'est vrai que ça va être difficile pour les entreprises qui étaient complètement revenues à temps plein, qui avaient un peu repris la manière de travailler du monde d'avant. Ça va être plus compliqué pour elles. Après, pour celles qui ont déjà intégré, et il y en a beaucoup, cette agilité, ça sera plus simple. Mais, les entreprises qui croient que l'on peut manager en distanciel comme on manage en présentiel vont subir de graves défaites. Il y aura beaucoup de chutes de productivité. Évidemment. Mais il faut qu'elles s'adaptent. Il faut qu'elles adaptent à l'outil, à la nouvelle réalité. Deuxième thème, qui est un thème d'ailleurs, là aussi, parce que tous les sujets dont on traite sont dans un contexte de campagne présidentielle, donc c'est des thèmes qui sont abrasifs, qui suscitent la polémique et le débat. Le contrôle des chômeurs, ça c'est un vieux sujet, il ne date pas de l'allocution du 9 novembre d'Emmanuel Macron. Depuis fort longtemps, les pouvoirs successifs visent à contrôler les chômeurs pour vérifier ou pas, Stéphane, si ils sont dans une recherche active. Le président Macron a dit le 9 novembre, lors de cette allocution, qui traitait d'ailleurs plus des sujets économiques que du Covid d'ailleurs, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Vous dites, il a raison, vu la pénurie d'emplois, c'est-à-dire on nous dit près d'1 million d'emplois non pourvus, il faut que les chômeurs se mettent au travail. C'est ce que le président Macron dit. Il y a un implicite dans cette phrase. Pour avoir vécu un certain nombre de campagnes présidentielles, c'est un marqueur de droite soft qui revient systématiquement. Donc là, je crois que c'est l'explication. Le vrai problème français, ça n'est pas le contrôle des chômeurs, parce que moi je trouve ça tout à fait normal. À partir du moment où les chômeurs ont une allocation de chômage qui cherchent du travail, le véritable problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous avez intérêt à ne pas travailler, parce que vous serez plus riche sans travailler. Donc c'est ça le sujet de fond. C'est un sujet auquel, semble-t-il, le gouvernement s'attaque, mais c'est très très difficile parce qu'il y a un maquis de niche, non pas fiscale, mais sociale, absolument, qui fait que quand vous essayez de démêler toutes les niches sociales en même temps, à la veille d'une élection, c'est pas très simple. Non, c'est pas le moment. Gaspard Koenig, vous avez vu, monte un mouvement, se lance même dans la présidentielle. Le philosophe qui s'appelle Simple. Et il évoque cette question-là d'espèce de maquis. Vous en pensez quoi? Le contrôle des chômeurs, vieille ficelle, certes, il y a 1 million d'emplois non pourvus. Tous les jours sur ce plateau, des gens viennent nous dire, moi je trouve pas. Je ne trouve pas dans la tech, dans la restauration, aide à la personne. Ils viennent sur ce plateau. Est-ce qu'il ne faut pas les inciter à aller prendre ces jobs? Alors j'ai eu quelques explications parce que j'ai discuté avec des patrons de call center. Donc, eux embauchent des personnes. Service client. Plutôt au SMIC. Et alors, ils se trouvent confrontés à des gens qui arrivent lorsqu'ils sont en fin de droit de chômage, pas avant, qui ne veulent pas de CDI, ils veulent des CDD avec des primes, qui ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, parce que si on fait des heures supplémentaires, on risque de perdre une prime d'activité. Et oui, il y a un plafond, il n'y a pas dépassé. Les gens font leurs calculs. Ils ne veulent pas travailler plus pour ne pas perdre ce que verse la CAF, cette prime d'activité. Et donc, ils se trouvent confrontés à
des turnovers incroyables de gens qui repartent au chômage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que les gens sont paresseux. Ils usent le système, enfin ils en abusent, non? Non. Enfin, je sais pas. Mais non, parce qu'en fait, s'ils sont chez eux au chômage, ils ne payent plus le fuel ou le gasoil pour aller travailler, ils ne payent plus les gardes. Donc ils font leurs calculs, effectivement. C'est un marché, le marché du travail. Si vous n'offrez pas assez, les gens viennent pas. N'est pas assez payé. Ça n'est pas assez payé. Et en fait, on me disait que sur un mois... Ils sont à 30 ou 20 euros. Enfin, ils calculent... Sur le gasoil, on me disait qu'ils économisent 60 € par mois. Et pour eux, c'est énorme. Donc, ils ne vont pas au travail. En voiture. Sans parler de la garde d'enfants. Donc, Olivia Copin, l'enjeu qui est posé à travers cette phrase, qui effectivement est une cible politique, enfin, on vise un électorat quand on s'exprime de cette manière, mettons ça de côté, c'est le débat du pouvoir d'achat. Ces secteurs doivent rapidement augmenter les salaires. Oui, c'est ça, c'est la valorisation du travail. On va en revenir après sur le sujet, mais c'est comment rendre attractif le travail. Ou certains travaillent. Oui, alors en tout cas, on peut les énumérer. Hein. Il y a la restauration, il y a quand même... On sait qui sont. Voilà, ils sont ciblés aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Donc, c'est comment valoriser, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais coûter à l'employeur, comment valoriser ce que va me rapporter mon travail, et puis derrière aussi, qu'est-ce que me coûte mon travail en termes de conditions de travail, en termes de conditions de vie. Est-ce que ce travail va me coûter ma vie de famille? Est-ce que ce travail va coûter ma santé? Et le Covid a disrupté tout ça. Les gens se sont regardés, se sont dit après tout, j'ai une vie. Le Covid, on parlait de quoi? On parlait des premiers de cordée. Donc déjà, il y a eu ce premier choc. On s'est réveillé en se disant, en fait, les personnes qui nous aident au quotidien, c'est les moins bien payés. Vous aviez déjà eu ce sujet avec les Gilets jaunes sur boucler la fin du mois, exactement le travail pareil. pour la dignité du travail. Et donc, c'est cette perception-là qui a changé. Donc, un salaire qui paraissait convenable il y a 3 ans, aujourd'hui, il est considéré comme précaire. Juste le contre-champ, Marine Balançard, juste quand même pour qu'on soit un peu juste. Il y a les salariés qui disent, moi, je gagne pas assez. Quand je fais mes calculs, autant rester chez moi. Donc, le modèle social est plutôt agréable. Enfin, plutôt. Mais il y a aussi les chefs d'entreprise qui, en contre-champ, disent, moi, je peux pas augmenter mes salariés. J'ai vu des gens de la restauration, de la fédération des restaurateurs qui disent, nous, on pourra aller jusqu'à 7%, mais au-delà, on rogne sur nos marges, on gagne plus. C'est un sujet, ça, quand même. Je ne veux pas relancer le vieux débat sur les charges, mais excusez-moi de leur dire. Pour être brutal, si une entreprise n'est pas capable de payer les ressources dont elle a besoin, elle va disparaître. Donc c'est triste, mais c'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Non, mais je veux dire, avec les règles qu'on lui fixe, c'est-à-dire plus de 50% de charges quand on paye quelqu'un. C'est-à-dire pour un SMIC, on est à 1 900 €, 2 000 € avec l'ensemble des charges. Enfin, c'est lourd. Non, je veux dire, cette question-là, on la met sur la table, on dit après tout, c'est notre modèle, il faut l'accepter. Non, ça vous choque, ce que je vous dis? Il y a des études convergentes qui prouvent qu'en dessous de 1 800 € net de revenus, vous n'avez pas intérêt à être en CDI régulier. Clairement. Vous avez intérêt à passer le CDD avec des heures et tous les schémas, etc. Donc, dans une situation comme ça, vous vous rendez bien compte que tout le bas, ce qu'on appelle le bas de la pyramide, c'est-à-dire des millions de gens, ont intérêt à adopter à l'égard du travail un rapport complètement vicié. Donc ils jouent, et c'est pas qu'ils jouent avec le système, c'est qu'ils sont finalement pas dupes et se sont adaptés eux aussi. C'est le système qui joue avec eux plutôt. Mais c'est plus le système qui joue avec eux. Est-ce qu'on peut leur reprocher de mal... Enfin, je veux dire, collectivement, on peut tous le condamner. Individuellement, est-ce qu'on peut leur reprocher de faire ce calcul? Non, je les accable pas, mais c'est vrai qu'il y a un arbitrage, quoi. Tout à fait. Mais à partir du moment où des gens refusent une augmentation de salaire parce qu'ils perdraient la prime d'activité, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Sans compter d'ailleurs que vous avez vu que le Sénat a retoqué la prime des 100 €. La prime inflation, ça a été retoqué au Sénat en disant on ne va pas rajouter évidemment une couche supplémentaire, puisqu'il y a la prime d'activité, la prime inflation. Et là, on rentre dans un maquis qui devient dingue et qui devient électoraliste. Terminons l'émission avec le PGE. On en a beaucoup parlé. Puis là, les mois passent. Les mois avancent et certains espéraient, négociaient d'ailleurs en sous-main en disant peut-être que tout ça va se transformer en dette, c'est à partir de mars 2022. Le ministre de l'économie, il dit non, il faut payer, il faut le rembourser. Vous y êtes favorable parce qu'il y a des entreprises qui disent mais nous on a des problèmes de fonds de trésorerie, on a besoin de trésorerie et que si on commence à rembourser le PGE, on n'a plus de trésor. Et donc, on va avoir... Vous en pensez quoi? En fait, ça vient d'être reporté à juin 2022. Donc déjà, on voit que c'est après les présidentielles. On est d'accord. Déjà, on va mesurer la longueur de la 5e vague. C'est ça. Ça donne un bon indicateur. On voit votre esprit aujourd'hui. On voit comme ça qu'il y a... Vous nous dévoilez les coulisses de choses qui nous échappent, finalement. C'est ça. Moi, je suis naïf. Vous avez constaté aussi, Arnaud. Je ne sais pas. En tout cas, vous nous éclairez. C'est Olivia qui a ouvert le bal. C'est vrai. C'est Olivia. On les paye, on les rembourse parce que... Non, mais d'un point de vue très macro... faut
les rembourser. Il faut les rembourser. Il y a, je crois, 700 000 entreprises qui ont demandé des PGE. Il y en a 3% qui pourraient faire défaut. C'est les chiffres qui circulent. Les chiffres sont assez faibles. C'est pas dramatique. Mais il n'y a pas que les PGE. Il y a des entreprises qui ont pris d'autres prêts et qui, eux, vont devoir être remboursés assez rapidement. Et puis, vous savez que pendant les 18 mois de la pandémie, l'URSSAF a cessé de prélever les cotisations de toute une série d'entreprises. Et je sais de sources très sûres, puisque c'est personnel, que l'URSSAF recommence à percevoir ses arriérés de cotisation. On est d'accord. Et donc ça peut ça faire s'empile mal à une entreprise qui n'a pas surveillé sa trésorerie. Mais on est d'accord. Le PGE, c'est une bouée de sauvetage, en fait. Et le problème des entreprises, c'est de garder cette liquidité au cas où, ce radeau de sauvetage. Et est-ce qu'elles vont réussir à reprendre le train de la croissance? Si une partie d'entre elles ne trouve pas les salariés dont elles ont besoin, il paraît que 4 PME sur 5 n'arrivent pas à recruter. On en revient toujours à ce sujet. sujet. Si on manque de matières premières, si on n'arrive plus à recevoir les matières premières, cercle vicieux là. Est-ce qu'elles vont avoir la croissance espérée? Est-ce qu'elles vont pouvoir rembourser le PGE? Olivia, en fait, elles le gardent. On le rembourse parce que les entreprises que vous rencontrez, vos clients, ils ont contracté des PGE ou pas? Certaines, pour certains, oui, mais après... Certains ne l'ont pas utilisé, il faut le préciser. Ils l'ont pas gardé en matelas, en attente. Disons que c'est quand même un peu la fin du quoi qu'il en coûte. À un moment donné, il va falloir quand même bien rembourser cet argent. Là, on arrive sur une croissance de 6 et quelques pourcents. De 6%. Si on ne peut pas les rembourser maintenant... On ne pourra jamais les rembourser. C'est un peu ça. C'est-à-dire quand vous voyez que les pays qui sont sortis plus tôt du déconfinement et qui ont connu aussi cette période de croissance intense et qui commencent déjà un peu à s'essouffler, il vaut mieux demander aux entreprises de les rembourser maintenant que dans un an ou en fin d'année, lorsqu'on commencera à ressentir... parce que ça va forcément baisser. C'est un réajustement, cette croissance. Il me semble que 3/4 des entreprises comptent les rembourser au fil de l'eau pendant 6 ans. C'est ça. Ils ne comptent pas du tout les rembourser. Mais il faut bien commencer. Et d'ailleurs, on a doublé, je crois, la durée du délai de remboursement, parce qu'au départ, c'était beaucoup plus court. Vraiment, l'État a été le plus large. Au-delà de ça, vous transformez ça en don, ou alors vous entrez au capital des entreprises. Mais enfin, vous imaginez. C'était la question qui était posée, d'ailleurs. L'État qui rentre au capital de 700 000 entreprises, ça n'aurait aucun sens. Stéphane, d'ailleurs, dans votre couve de Pour l'écho, vous soulevez aussi ce rapport-là du rôle de l'État, parce que là, on a vécu un moment historique, c'est-à-dire un homme comme Bruno Le Maire, qui s'était défini un temps comme un homme de droite, qui a fait campagne d'ailleurs pour la primaire des présidentielles, était assez libéral et finalement a mené une politique interventionniste, un peu orthogonale à ce qu'il défendait. Alors la droite n'est pas hostile à un État fort. La droite est hostile à un État obèse, ce qui est tout à fait différent. Il faut dégraisser le mammouth là. Il faut rendre l'État le plus efficace possible, parce qu'il y a des domaines dans lesquels l'État est le plus efficace de tous les acteurs économiques. C'est très clair, on vient de le voir pendant la pandémie. Et il y a des domaines dans lesquels il est extrêmement inefficace. Par exemple, il est au capital de plein d'entreprises, avec une espèce de mollesse d'intervention qui bloque finalement le développement de ces entreprises. Donc voilà. Un État efficace, un État au bon endroit, quoi. Là où il doit être. Ça pouvait quand même, la puissance de l'intervention pendant le Covid est assez orthogonale avec quand même ce qui a été développé par Bruno Le Maire. Enfin, c'est pas pour insister sur ce ministre, mais c'est vrai l'action menée, l'État n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Oui, mais on n'en voit pas encore une situation inédite. Inédite et historique, on est d'accord. Et puis on n'en voit pas les conséquences, parce que l'endettement, la dette Covid, entre guillemets, d'un demi-trillion d'euros, il faut quand même la rembourser aussi. Sans compter la dette structurelle qu'on accumulait et qui est quand même très très importante. C'est vrai que cette dette, on a eu un ancien ministre de l'économie qui nous a dit on va la faire rouler. C'est son expression, là j'ai trouvé ça assez drôle, il a fait le geste comme si on roulait une patte, mais on l'a fait rouler jusqu'à quand? Pour reprendre le mot de psychologie prononcé par Olivia tout à l'heure, c'est normal qu'il y ait cet état d'esprit, puisque vous accumulez de dettes de plus en plus rapidement, et vous payez de moins en moins d'intérêts à cause des taux qui sont très bas. Donc les gens se disent, alors c'est bon, tout va bien. Non, tout va pas bien. Oui, il y a une espèce d'illusion d'optique en ce moment, il y a de l'argent. C'est très étrange, l'état dans lequel on se trouve. Il y a des primes partout, on parle de la prime Macron. Qui n'est pas la prime Macron, parce que... Non, c'est pas lui qui c'est pas Père Noël Macron. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation décalée, c'est-à-dire d'une économie qui repart, entreprises qui ont les carnets de commandes pleins, une pénurie de matières premières, pénurie de main-d'œuvre, on a l'impression qu'on repart, et puis finalement... Il y a un effet un peu chaotique, on est entre deux eaux, c'est très étrange. Oui, on est encore un peu groggy, je pense. C'est ça, on n'est pas sorti de La demande est là, le pouvoir d'achat a augmenté.
Aux États-Unis, il a même fortement augmenté pendant la pandémie. Et en face de ça, l'offre piétine. Ça, c'est Nous, le pouvoir d'achat, il a augmenté d'1,4. Mais enfin, quand vous voyez le prix de l'augmentation des matières premières, du gaz, de l'électricité, de l'alimentation, du blé, des pâtes, les Français disent, moi je ne le vois pas, moi je ne vois pas très bien l'augmentation de ce 1,4, le chiffre qu'on découvre. C'est très étrange aussi comme sensation. C'est comme la sécurité. Il y a le sentiment d'insécurité, puis il y a l'insécurité. Olivia, pour conclure. Oui, puis on ressent encore les impacts, c'est-à-dire qu'on n'est pas quand même sorti on est peut-être sorti de l'œil du cyclone, mais on n'est pas sorti un peu de cette cinquième vague. Vous voyez aux États-Unis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le mouvement cette vague de démission, c'est-à-dire qu'on se filme. Et puis vous avez quand même que 55% des Américains en août 2021 qui déclaraient qu'ils allaient changer de travail dans les 12 prochains mois. Donc on voit bien qu'on en est là, nous aussi. Il faut aller chercher les salariés, et après il faut arriver à les engager. Donc on voit bien que entre la pénurie, il y a aussi une vraie crise de sens, en fait. Aussi, de sens, clairement. Au travail. Donc tout ça, évidemment, vient un peu abîmer, amenuiser les ressorts de cette croissance, quoi. Bon, on suit au fil de l'eau chaque semaine, finalement, les soubresauts, à la fois de l'actualité économique, mais aussi, finalement, de la psychologie de l'économie. Merci de m'avoir rendu visite. Merci à Stéphane Marchand. La une de novembre, ça, c'est le numéro pour l'Écho, qui est un super magazine. On va voir la une, voilà, la main bien visible de l'État. Évidemment, la main invisible, faisant référence à la main invisible. Olivia Copin, merci d'être venue sur le plateau, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Et merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Harry Zéal. On a vu votre livre sur Bien décider, c'est bien cela? Décider, ça se travaille. Ça se travaille, oui. Je n'ai pas oublié votre livre cette semaine, ça c'est important de le signaler. On termine notre émission avec notre invité sur la place des personnes handicapées dans le monde du travail. Comment faire pour les accompagner, comment faire pour leur donner, leur trouver un emploi. C'est pas si simple et on en parle avec notre invité.